À 23h58, Nia n'avait plus de lait, plus d'argent, plus de plan. Elle a envoyé un message pour emprunter 50 $, au mauvais numéro. La réponse est tombée. Adresse. Maintenant. À minuit pile, on a frappé. 3 coups calmes. Et une voix a soufflé. Je suis déjà en bas. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là. Et maintenant, revenons au début de cette histoire. La nuit où tout a basculé, Nia n'a pas prié pour un miracle. Elle a juste tapé un message, les mains tremblantes, le cœur serré par une peur simple et honteuse. Son bébé avait faim. Dans leur minuscule studio au Southside de Chicago, la chaleur était coupée depuis 2 jours, la lumière du plafond clignotait comme une menace, et le dernier fond de lait en poudre collait au fond de la boîte comme du sable. Zoé, 6 mois, pleurait d'une petite voix cassée, une voix qui te déchire l'âme sans faire de bruit. Et Nia, 27 ans, afro-américaine, ancienne étudiante brillante devenue maman trop vite, fixait l'écran de son téléphone comme si les chiffres pouvaient se transformer en nourriture. Elle devait emprunter 50 $. Pas 5 cents. Pas 5000. 50. Le prix humiliant d'un bout de dignité. Elle avait déjà demandé à tout le monde. Sa meilleure amie, de toujours, avait laissé un vu froid comme une porte claquée. Sa cousine avait dit qu'elle était dans un moment compliqué, comme si Nia, elle, vivait une vie de luxe. Même sa mère, qui vivait à Milwaukee, n'avait plus rien à envoyer depuis qu'elle enchaînait les petits boulots et les crises d'arthrose. Et puis il y avait Marcus. Marcus Reed. Le père de Zoé. L'homme qui jurait qu'il serait là. L'homme qui avait promis, main sur le cœur, que Nia ne manquerait jamais de rien. 3 semaines plus tôt, il l'avait regardée droit dans les yeux en disant « Je vais te sortir de là ». 2 jours plus tard, il avait disparu, et son numéro sonnait désormais dans le vide. Nia ravala ses larmes, inspira, et ouvrit l'application de messages. Elle n'avait plus que cette carte-là, demandée à un ancien contact professionnel, quelqu'un qu'elle avait rencontré une fois à une collecte de fonds, un homme qui avait l'air important, et qui avait dit « Si un jour tu as besoin, écris ». Il s'appelait Monsieur A dans ses contacts. Elle ne savait même plus exactement qui il était, mais elle s'accrocha à cette phrase comme à une corde. Elle tapa. « Bonsoir, je suis désolée de déranger. Est-ce que je pourrais vous emprunter 50 $? C'est pour du lait pour mon bébé. Je vous rembourse vendredi. » Elle relut 3 fois. Ses joues brûlaient, même seule. Elle appuya sur envoyer. Et immédiatement, le message revint. Numéro invalide. Son estomac se tordit. Elle avait dû changer de numéro, ou supprimer le contact, ou se tromper. Elle effaça, recommença, fouilla dans son répertoire. Ses doigts glissaient, fébriles. Zoé pleurait plus fort, comme si le temps se moquait d'elle. Nia finit par sélectionner un autre. Il y en avait 2, presque identiques. Sans réfléchir, elle renvoya le même message. Cette fois, la petite coche apparut. Envoyer. Elle posa le téléphone, ferma les yeux une seconde. Le silence qui suivit fut plus lourd que les pleurs. Un silence plein d'attente, plein de honte, plein d'espoir qu'elle n'osait pas nommer. 1 minute passa. Puis 2. Puis l'écran s'alluma. Réponse. Et qui êtes-vous? Nia se redressa d'un coup. Son cœur fit un bond. Elle tapa, vite. Je m'appelle Nia. Je suis vraiment désolée si je me suis trompée de numéro. Je suis dans une situation compliquée. La réponse arriva presque immédiatement. Nia, quelle Nia? Une sueur froide lui glissa le long de la nuque. Ce n'était pas le ton d'un inconnu random. C'était court, net, presque, contrôlé. Comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude qu'on lui parle sans rendez-vous. Nia hésita. Puis elle écrivit, Nia Brox. Je cherchais Monsieur A. 3 points apparurent, disparurent, revinrent. Comme si la personne de l'autre côté relisait, réfléchissait, ou décidait de quelque chose. Vous avez envoyé un message au mauvais numéro. Nia sentit son visage se crisper. Elle allait s'excuser et tout arrêter quand une nouvelle bulle apparut. Mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi 50 $ à cette heure-ci? À cette heure-ci. Elle regarda l'horloge, 23h41. Elle n'avait pas réalisé qu'il était si tard. Elle serra Zoé contre elle, comme si le monde entier pouvait l'entendre. Parce que mon bébé n'a plus de lait. Cette fois, la réponse tarda. Longtemps. Si longtemps que Nia sentit la honte revenir comme une vague. Elle se dit que c'était fini.
Qu'elle venait de se ridiculiser devant un inconnu. Qu'elle allait encore devoir improviser, faire un mélange trop dilué, prier pour que Zoé ne tombe pas malade. Puis son téléphone vibra. Adresse. Un seul mot. Sans bonjour. Sans explication. Nia cligna des yeux, persuadée d'avoir mal lu. Elle tapa. Pardon. Votre adresse. Maintenant. Elle se figea. Le premier réflexe fut la peur. Parce qu'une femme seule, la nuit, dans un quartier où les sirènes chantent plus souvent que les oiseaux, ne donne pas son adresse à un inconnu. Jamais. Mais Zoé gémit, épuisée, et Nia sentit une colère sale lui remonter. Colère contre Marcus, contre l'univers, contre cette vie où même demander 50 $ devenait un risque. Elle répondit malgré elle. Pourquoi? La réponse arriva, glaciale. Parce que si vous mentez, je le saurai. Et si vous dites vrai, je ne fais pas les choses à moitié. Nia resta immobile, le pouce au-dessus du clavier. Je ne fais pas les choses à moitié. Qui parle comme ça? Elle avala sa salive et tapa l'adresse de son immeuble, sans préciser l'appartement. Elle ajouta. Mais je ne comprends pas, qui êtes-vous? La réponse fut simple. Maçonne. Un prénom. Rien d'autre. Nia fronça les sourcils. Maçonne. Ce prénom ne lui disait rien. Et pourtant, quelque chose dans la manière d'écrire, dans la vitesse, dans l'autorité, ça ne ressemblait pas à un gars quelconque. Elle attendit encore. Et les minutes suivantes furent un mélange de panique et d'espoir, comme si son corps ne savait pas quelle émotion choisir. Elle regarda par la fenêtre. La rue était presque vide, seulement un lampadaire tremblant et une voiture qui passait parfois, musique trop forte, rire trop vide. Zoé finit par s'endormir, épuisée. Nia la posa doucement sur le lit, et s'adossa au mur. Elle observa l'état du studio, une kitchenette avec 2 assiettes, un canapé fatigué, des couches empilées comme une armée en déroute, et un courrier de l'agence immobilière posé sur la table. Dernier avis avant expulsion. Oui, parce que ce n'était pas seulement le lait. C'était tout. Sa chute avait commencé 6 mois plus tôt, le jour où elle avait dit à sa mère « Je vais m'en sortir, je te promets ». À l'époque, elle travaillait dans une petite boîte de marketing. Elle n'avait pas un gros salaire, mais elle avait une trajectoire. Jusqu'à ce que sa grossesse devienne visible, que son patron commence à lui parler d'image de marque et d'absence, et qu'on lui propose soudain un départ à l'amiable. Marcus avait dit « Je gère ». Il avait géré au début, quelques courses, quelques nuits de présence, quelques paroles rassurantes. Puis, quand Zoé est née, il s'est mis à changer. Il rentrait tard. Il souriait sans regarder. Il cachait son téléphone. Et un soir, Nia l'avait entendu au balcon. « T'inquiète, ça ne durera pas. Elle pense encore que je vais rester. » Cette phrase l'avait brûlée comme un fer. Elle l'avait confronté. Marcus avait pleuré, juré, embrassé le front de Zoé, juré qu'il était stressé, qu'il allait trouver un second boulot. Une semaine plus tard, Nia découvrit qu'il avait vidé le compte commun. Pas grand-chose. Mais tout ce qu'ils avaient. Et quand elle l'appela, il répondit enfin, d'une voix agacée. « Nia, arrête. J'ai mes problèmes. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. » Comme si s'en sortir était un bouton. Depuis, Nia avait tenu debout seule. Elle s'était humiliée à demander des heures supplémentaires au supermarché où elle avait été embauchée en caisse. Elle avait souri aux clients qui jetaient les pièces comme des miettes. Elle avait supporté les remarques de sa chef. « T'as encore l'air fatigué. Faudra choisir, le boulot ou tes histoires de bébé. » Elle avait choisi le bébé. Parce que Zoé n'était pas une histoire. Zoé était tout ce qui lui restait de vrai. Et ce soir-là, ce soir où elle avait envoyé ce message, Nia ne cherchait pas de charité. Elle cherchait une pause d'une journée dans la guerre. Une seule. Son téléphone vibra encore. Un nouveau message. « Je suis en bas. » Nia sentit son sang se figer. Elle se leva si vite que sa chaise racla le sol. Elle regarda l'horloge, minuit 7. Minuit passé. En bas où? Tapatait-elle, le cœur battant. Devant votre immeuble. Son souffle se coupa. Ce n'était pas possible. Personne ne traverse Chicago à minuit pour une inconnue et 50 $. Personne. Elle s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau. Et là, elle le vit. Une voiture noire, longue, trop propre pour ce quartier, garée comme une erreur dans le décor. Les phares étaient éteints, mais la carrosserie renvoyait la lumière du lampadaire. Un homme en sortit.
Grand. Manteau sombre. Démarche sûre. Il ne regardait pas autour de lui comme quelqu'un qui a peur. Il regardait l'immeuble comme quelqu'un qui a décidé quelque chose. Nia recula, paniquée. Elle pensa à appeler la police. Mais que dire? Un homme riche est venu me donner du lait? Elle pensa à ne pas ouvrir. Mais Zoé. Son téléphone vibra. Appartement. Nia tapa, tremblante. Pourquoi vous faites ça? La réponse tomba comme une pierre. Parce que votre message n'était pas une arnaque. Je l'ai entendu dans votre manière de demander. Elle sentit ses yeux piquer. Elle ne voulait pas pleurer devant un inconnu, encore moins devant un homme qui débarquait à minuit comme un film. Elle finit par écrire « 3B. Mais, je n'ouvre pas tant que je n'ai pas compris. » Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. 3 coups. Calme. Pas pressé. Comme si le monde entier lui appartenait. Nia s'approcha, sur la pointe des pieds. Elle regarda par le judas. L'homme était là. Plus impressionnant de près. Peau caramel foncé, très nette, barbe parfaitement taillée, yeux noirs qui semblaient tout voir même à travers une porte. Il tenait 2 sacs en papier d'une pharmacie 24 heures. Et dans l'autre main, une boîte de lait infantile. Nia resta figée. Il frappa une seconde fois, plus doucement. Elle ouvrit à peine, la chaîne toujours mise. « Vous êtes maçonne ?» demanda-t-elle, sa voix cassée. L'homme baissa les yeux vers la chaîne, puis remonta vers elle. Un mince sourire, pas moqueur. Fatigué. Oui. Et, vous êtes qui exactement? Il inspira comme s'il choisissait ses mots. Quelqu'un qui déteste les messages qu'on ignore. Nia fronça les sourcils. Quoi? Il se pencha légèrement, sans franchir la limite de la porte. Sa voix était basse, posée, dangereusement douce. Vous ne vous souvenez pas de moi, Nia Brox. Son cœur s'arrêta. Elle secoua la tête, confuse. Je ne vous connais pas. Mason eut un silence étrange, comme une douleur contrôlée. Puis il dit. Vous me connaissez plus que vous ne le pensez. Nia sentit un frisson la traverser. Comment vous savez mon nom complet? Il la fixa, et dans ce regard il y avait quelque chose de plus que de la curiosité, une certitude. Une histoire déjà écrite. Parce que j'ai cherché. Vous avez cherché. Il hocha la tête. Après votre message. Nia sentit la peur revenir, brutale. Non. Ça, c'est pas normal. Il leva une main, apaisant. Écoutez-moi. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Il désigna la boîte de lait. Je suis là pour elle. Nia avala sa salive. Zoé bougea derrière elle, un petit gémissement. Comme un rappel cruel, le temps. Mason reprit, plus lentement. Je peux vous laisser ça et partir. Vous ne me devez rien. Mais, je veux aussi que vous sachiez quelque chose. Nia sentit son ventre se nouer. Quoi? Mason baissa légèrement la voix, comme s'il ne voulait pas que les murs l'entendent. Marcus Reed n'a pas disparu. Point. Le nom frappa Nia comme une gifle. Elle pâlit. Comment vous connaissez Marcus? Mason posa les sacs au sol, lentement. Puis il sortit de la poche intérieure de son manteau une enveloppe crème, épaisse, scellée. On aurait dit un document officiel. Il la tendit vers la chaîne, sans insister. Parce que Marcus a fait une erreur. Nia fixa l'enveloppe, incapable de bouger. Quelle erreur? Mason la regarda droit dans les yeux. Il a volé au mauvais homme. Le silence s'écrasa entre eux. Nia sentit ses jambes faiblir. Sa respiration se bloqua. De quoi vous parlez? Mason ne souriait plus. Son visage était devenu une pierre. Je suis venu à minuit pour du lait. Il marqua une pause. Mais la vérité, Nia, c'est que votre message a juste accéléré ce qui devait arriver. Nia serra la chaîne de la porte comme si c'était la seule chose qui la retenait au monde. Qui êtes-vous? Répéta-t-elle, plus fort, tremblante. Mason la fixa une dernière fois, puis répondit, enfin, comme une confession. Je suis Mason Kingsley. Le nom claqua dans l'air. Même dans ce studio pauvre, il sonnait comme un palais. Nia avait déjà vu ce nom, sur des panneaux publicitaires, dans des articles, dans des vidéos où l'on parlait du plus jeune milliardaire de l'Illinois, du PDG qui rachetait des entreprises comme on change de chemise. Elle ouvrit la bouche,
mais aucun son ne sortit. Mason Kingsley était devant sa porte. Avec du lait. À minuit. Et une enveloppe scellée. Il ajouta, plus bas. Et si vous ouvrez cette enveloppe, vous comprendrez pourquoi Marcus vous a laissé tomber. Et pourquoi, à partir de ce soir, ce n'est plus vous qui allez courir derrière la vie. Nia sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois ce n'était pas seulement de la peur. C'était autre chose. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, le pressentiment d'un retournement. Elle tendit la main vers l'enveloppe. Ses doigts touchèrent le papier. Et au moment où elle la tira vers elle, un bruit éclata dans le couloir. Un pas précipité, une porte qui claque, une voix d'homme, familière. Nia. Ouvre. Son sang se glaça. C'était Marcus. Marcus martelait la porte du couloir comme s'il avait tous les droits du monde, comme si le mot « responsabilité » n'avait jamais existé dans son dictionnaire. Nia. Ouvre. Je sais que t'es là. Sa voix portait cette colère nerveuse des hommes qui ont peur d'être démasqués, ce mélange de menaces et de supplications qui donne la nausée. Nia recula instinctivement, la main serrée sur la chaîne de la porte. Son cerveau criait une chose simple, ne le laisse pas entrer. Pas après les vues, pas après le compte vidé, pas après le silence. Pas après tout. Zoé remua dans la pièce derrière elle, un petit bruit fragile, et ce son fut comme un rappel. Tout ce qui comptait, c'était de la protéger. Mason, lui, ne bougea pas. Il n'eut pas l'air surpris, ni même agacé. Il posa simplement les sacs au sol, redressa doucement la tête, et son regard glissa vers la porte du couloir comme si ce bruit ne faisait que confirmer une hypothèse qu'il avait déjà. Il n'éleva pas la voix. Il ne fit aucun geste brusque. Il sembla juste se mettre en place. Comme un homme qui sait exactement ce qu'il fait depuis le début. Nia, murmura-t-il calmement, sans la regarder, garde la chaîne. Elle déglutit. Comment il vous suit depuis des jours, répondit Mason, toujours très calme. Ou il pense vous suivre. Il tourna enfin les yeux vers elle. Vous avez une serrure fragile et une porte qui a vu trop de colère. Il compte sur la peur. Marcus frappa encore. Ouvre. Je dois te parler. C'est urgent. Nia sentit la panique monter, cette panique qui rend idiote. Parce qu'une part d'elle avait envie d'y croire, encore, comme un réflexe malade. Peut-être qu'il revenait pour s'excuser. Peut-être qu'il avait enfin compris. Peut-être qu'il avait trouvé de l'argent. Puis elle se rappela le compte vidé. Le regard fuyant. Et cette phrase au balcon. Elle pense encore que je vais rester. Sa gorge se serra, et la honte changea de forme. Ce n'était plus une honte de demander 50 $. C'était une honte d'avoir aimé quelqu'un qui pouvait te laisser tomber avec un bébé dans les bras. Mason se rapprocha du Judas, sans toucher la porte. Autorisez-moi à parler, dit-il. Nia hésita. Son instinct criait « non ». Mais l'autre instinct, plus profond, plus maternel, lui soufflait. Cet homme est la seule barrière entre toi et Marcus. Elle serra la chaîne, puis hocha la tête. Mason parla à travers la porte, voix basse mais parfaitement audible. Marcus Reed. Le couloir se figea une seconde. Comme si Marcus n'avait pas prévu ça. « Qui est là » cracha-t-il. « Vous savez qui je suis » répondit Mason, sans bouger. Un silence. Puis un rire sec, nerveux. « Oh, c'est toi. » La voix de Marcus changea, moins agressive, plus tendue. « Écoute, ça te regarde pas. C'est entre moi et elle. » « Non, » dit Mason simplement. « Ce n'est plus entre vous et elle. C'est entre vous et la loi. » Nia sentit un frisson lui courir sur la peau. Marcus souffla fort, comme un homme qui tente de garder le contrôle. « Je suis venu récupérer quelque chose. Elle a des papiers. Elle sait pas ce que c'est. Je dois arranger ça. » « Vous voulez dire effacer des preuves, » corrigea Mason. Marcus frappa une fois, plus fort. « Nia. Écoute-moi. Ce type te manipule. Ouvre, bébé, s'il te plaît, je peux tout expliquer. » Le mot bébé fit mal. Comme une vieille chanson qu'on entend après une rupture. Nia posa la main sur sa bouche. Mason, lui, ne laissa pas de place à la confusion. « Monsieur Reed, dit-il, je vous conseille de partir maintenant. Vous avez déjà fait assez de dégâts. » Un nouveau silence. Puis la voix de Marcus, plus basse, plus toxique. « Tu crois que t'as gagné parce que t'as une voiture et un costume ? Je peux la faire tomber, elle et toi. Je peux dire des choses. Je peux. »
Vous pouvez parler, coupa Mason. Mais ça ne changera pas les virements. Les signatures. Les caméras. Les messages. Et votre propre aveu. Il marqua une pause. Si vous restez devant cette porte une minute de plus, je passe un appel. Et ça ne sera pas à un ami. Nia sentit la tension du couloir comme une corde prête à lâcher. Marcus respira fort. Nia, dit-il, et sa voix redevint presque douce, presque triste, comme s'il jouait une dernière carte. Je voulais pas. Je te jure. J'ai fait ça pour nous. Pour Zoé. J'avais pas le choix. La colère monta d'un coup, brûlante. Nia s'avança vers la porte, la chaîne toujours en place, et répondit enfin, la voix tremblante mais claire. T'avais pas le choix? Tu m'as laissé sans rien. Tu m'as regardé pleurer. Tu m'as entendu demander de l'aide, et tu t'es caché. Marcus se tut une seconde. Puis, j'étais coincé. Ces gens, ils m'ont menacé. Mason se tourna légèrement vers Nia, sans parler, mais son regard disait, voilà. Voilà sa vérité. Un mensonge recouvert d'un autre. Nia inspira. Elle sentit son cœur battre dans sa gorge. Tu m'as volé, Marcus. T'as volé ton bébé. T'as volé notre vie. Le couloir resta silencieux. Puis un son de pas rapide, comme si Marcus reculait. Très bien, dit-il d'une voix froide. Très bien. Vous voulez jouer à ça? On va jouer. On entendit une porte claquer au bout du couloir, puis des pas dans l'escalier, précipités, fuyants. Nia resta figée, comme si son corps ne comprenait pas que le danger immédiat s'éloignait. Mason se pencha, ramassa calmement les sacs, et les posa à l'intérieur lorsque Nia déverrouilla enfin la chaîne. Il entra sans envahir, respectant l'espace comme si chaque centimètre de cette pauvreté avait une valeur sacrée. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Nia voulut répondre « oui », par réflexe de survivante. Mais sa voix se brisa. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe crème qu'elle tenait encore. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mason posa un regard vers le lit où Zoé dormait. Avant ça, dit-il, faites-lui un biberon. S'il vous plaît. C'était dit avec une douceur étrange, comme un ordre qui ressemblait à une attention. Nia hocha la tête, presque mécaniquement. Elle ouvrit la boîte de lait avec des mains tremblantes. L'eau du robinet était froide, mais elle s'en fichait. Elle mélangea, vérifia la température, puis prit Zoé dans ses bras. Le bébé s'accrocha au biberon comme si le monde se résumait à ce geste. Et Nia sentit quelque chose se fissurer en elle, une douleur vieille de mois, et une minuscule paix, juste pour cette minute-là. Mason resta debout, silencieux, près de la fenêtre. Il observa la rue, puis la pièce, sans jugement. Il semblait habitué aux salles de réunion brillantes, mais il ne dévisagea rien ici. Il ne fit pas ce regard de pitié qu'on te jette comme une pièce. Il attendit simplement que Zoé se calme. Quand le bébé s'endormit à nouveau, repu, Nia posa doucement Zoé sur le lit. Puis elle revint vers la table, l'enveloppe entre les doigts. Maintenant, dit-elle. Mason s'assit enfin, lentement, comme s'il ne voulait pas que son poids change l'équilibre de la pièce. Ouvrez. Nia glissa un doigt sous le seau. Le papier fit un bruit net. Elle sortit un paquet de feuilles, copies de virements bancaires, capture d'écran, documents de crédit, un formulaire avec sa signature, ou plutôt, une imitation de sa signature. En haut d'une page, un nom apparut plusieurs fois, Kingsley Venture. Kingsley Foundation. Kingsley Trust. Ses yeux se levèrent vers Mason, perdu. Je comprends pas. Mason posa ses mains à plat sur la table, sans toucher les papiers. Marcus a utilisé votre identité. Nia sentit le sang quitter son visage. Quoi? Il a ouvert des lignes de crédit, continua Mason. Il a tenté de transférer des fonds. Il a falsifié des documents. Il s'est servi de votre nom pour se rapprocher d'un compte, qui n'est pas censé être accessible. Nia secoua la tête. Mais, pourquoi mon nom? Je suis personne. Mason la fixa. Et ce regard-là, Nia ne l'oublierait jamais. C'était le regard de quelqu'un qui sait une vérité lourde, et qui choisit la manière de la poser pour ne pas écraser. Non, dit-il doucement. Vous n'êtes pas personne. Le silence se posa, épais. Nia sentit une peur différente naître. Pas la peur de manquer de lait. Pas la peur de Marcus. Une peur plus grande, la peur que sa vie entière repose sur un mensonge. Mason inspira. Votre père s'appelait Elia Brox.
Nia cligna des yeux. Oui, et... Ce n'était pas seulement un père, dit Mason. C'était un homme qui a construit quelque chose. Il a investi dans des projets qui ont explosé. Il a créé une structure de trust. Il marqua une pause. Et il a laissé une part de cela à son enfant. À vous. Nia sentit sa gorge se serrer. Mon père était chauffeur de bus, dit-elle, presque violemment, comme si le simple fait d'entendre l'inverse était une insulte à sa mémoire. Il travaillait comme un fou. Il rentrait épuisé. Il n'était pas riche. Mason inclina la tête. Il conduisait un bus, oui. Et il a aussi investi tôt, avant que ça ne se sache. Il n'a jamais voulu que ça change sa vie visible. Il voulait protéger. Nia secoua la tête encore. Elle était au bord du vertige. C'est impossible. Mason sortit un autre document. Une photocopie d'un acte notarié. Un nom. Une date. Une clause. Bénéficiaire principal. Nia Brooke. Nia fixa les mots comme si elle lisait une langue étrangère. Son cerveau refusait. Parce que si c'était vrai, alors sa mère savait. Ou quelqu'un savait. Et elle avait vécu dans la pauvreté comme une punition inutile. Elle avait compté les pièces pendant que des chiffres dormaient quelque part. Pourquoi personne m'a dit, souffla-t-elle. Parce qu'après la mort d'Elia, répondit Mason, quelqu'un a pris le contrôle administratif. Un tuteur légal. Un gestionnaire. Sa voix se durcit. Et ce gestionnaire a détourné des fonds. Il a couvert ça pendant des années. Nia sentit ses doigts trembler. Qui? Mason la regarda. C'est ce que Marcus a découvert. Il a pensé qu'il pouvait voler ce qui avait déjà été volé. Il a cru qu'il serait plus malin. Mason marqua une pause. Mais quand il a touché au mauvais compte, ça a déclenché des alertes. Des alertes. Nia répéta, un souffle. Mason posa un doigt sur une page. Ici, et ici. Et là. Il parlait comme un homme habitué aux preuves, pas aux sentiments. Ce n'est pas un petit vol. C'est une tentative de fraude financière aggravée. Et votre identité est au centre. Si vous ne bougez pas, c'est vous qui allez payer. Nia sentit son estomac se retourner. Donc, je suis en danger. Oui, dit Mason simplement. Elle se leva brusquement, le souffle court, faisant 3 pas dans le studio comme un animal en cage. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous me dites ça? Vous auriez pu juste me laisser tomber et gérer ça avec vos avocats. Mason ne détourna pas les yeux. J'ai des avocats. Alors pourquoi vous, à minuit? Sa voix tremblait entre la colère et la panique. Mason baissa légèrement le regard, comme si cette question lui coûtait. Parce que votre message m'a frappé. Je comprends pas. Il releva les yeux, et dans ses pupilles, il y avait quelque chose de vieux. Il y a 10 ans, j'étais un garçon qui dormait dans une voiture. J'avais faim. J'étais invisible. Et une jeune femme à un centre communautaire m'a donné un sandwich. Elle m'a donné une couverture. Elle m'a parlé comme si j'étais quelqu'un. Il marqua une pause. Cette femme s'appelait Nia Brooks. Nia se figea. Un souvenir flou tenta de remonter. Elle avait fait du bénévolat pendant ses études, oui. Elle avait aidé des jeunes. Elle se rappelait des yeux, des mains, des visages qui demandaient sans mots. Mais elle n'avait jamais su ce qu'ils devenaient. Elle n'avait jamais pensé que l'un d'eux deviendrait Mason Kingsley. C'était vous, murmura-t-elle. Mason hocha très lentement la tête. Vous ne vous souveniez pas de moi. Et c'est normal. Vous étiez juste, bonne. Sans calcul. Nia sentit ses yeux se remplir. Pas de pitié. De choc. Parce que tout son monde venait de se retourner. L'homme le plus puissant dont elle avait entendu parler était là parce qu'elle avait donné un sandwich à un gamin. Et maintenant ce gamin parlait de trust, de détournement, de son père secret investisseur, et de Marcus qui la détruisait. Elle essuya ses larmes d'un geste nerveux. Donc, vous êtes venu parce que vous vous sentez redevable. Mason secoua la tête. Je suis venu parce que vous êtes la personne que ce système a écrasée sans raison. Et parce que vous êtes aussi la clé qui peut faire tomber ceux qui ont volé votre vie. Il posa une main sur l'enveloppe. Je peux vous protéger. Mais vous devez décider. Est-ce que vous fuyez encore, ou est-ce que vous reprenez ce qui vous appartient? Cette phrase frappa Nia en plein cœur. Reprendre.
Elle avait passé des mois à survivre. À accepter. À se taire. Elle avait courbé la tête pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, soudain, on lui parlait de reprendre. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un appel. Elle regarda l'écran. Supermarché, responsable. Son ventre se serra. Elle décrocha d'une main tremblante. Allô? La voix de sa chef, sèche et glaciale. Nia, t'es pas venue aujourd'hui. T'as dit que t'avais besoin d'une heure. Ça fait 2 jours que t'arrives en retard. On peut pas se permettre ça. Donc, c'est fini. Tu repasses demain récupérer ton dernier chèque. Nia resta muette. Son monde, déjà fissuré, s'effondra un peu plus. Mais, j'avais prévenu. Mon bébé était malade. Je suis désolée, coupa la chef sans lettre. On n'est pas une garderie. Bonne soirée. L'appel se termina. Nia fixa son téléphone comme si c'était un objet étranger. Un rire vide monta dans sa gorge, puis se transforma en souffle cassé. J'ai plus de boulot, dit-elle, comme une information lue sur un mur. Mason ne réagit pas comme quelqu'un surpris. Il hocha juste la tête. C'est ce que Marcus voulait. Vous isoler. Vous pousser au bord pour que vous acceptiez n'importe quoi. Nia serra les dents. Et l'expulsion, elle désigna le papier sur la table. Mason suivit son regard. Quand? Demain, souffla-t-elle. Dernier avis. Elle sentit la honte lui brûler les joues. Je comptais, je sais pas, demander un délai. Mason sortit son téléphone, tapa quelque chose sans qu'on voie l'écran, puis le rangea. Vous ne dormez pas ici cette nuit. Nia se redressa, sur la défensive. Pardon. Ce n'est plus sûr, dit-il, ferme. Marcus reviendra. Pas forcément seul. Et si les gens qui contrôlent le trust apprennent que vous êtes informés, ils peuvent tenter de vous faire taire autrement. Pas avec de la violence spectaculaire. Avec des choses plus discrètes, faux dossiers, accusations, disparition de documents. Il la regarda. Je ne vous laisserai pas dans cette pièce avec votre bébé, en attendant la prochaine catastrophe. Nia se figea. L'orgueil se battait contre la réalité. Elle avait toujours détesté dépendre. Elle détestait l'idée de partir avec un homme qu'elle connaissait à peine, même s'il venait de la sauver. Je peux aller chez une amie. Mason ne broncha pas. Laquelle? Celle qui vous a laissé en vue. Nia baissa les yeux, honteuse. Je vous propose une solution temporaire, reprit-il, plus doux. Un appartement sécurisé. Une nounou pour les premières nuits si vous en avez besoin. Et demain, vous rencontrerez mon équipe juridique. Nia leva la tête, méfiante. Et après? Après, dit Mason, on fait tomber Marcus. Et on récupère ce qui vous appartient. Il marqua une pause, puis ajouta, sans détour. Et je veux aussi que vous soyez prête à entendre une autre vérité. Nia sentit son cœur se serrer. Encore. Mason posa les yeux sur Zoé, endormie. Son regard se radoucit. Zoé n'est pas seulement un bébé qui a besoin de lait. Elle est impliquée dans cette histoire. Nia se raidit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mason hésita une fraction de seconde, comme si chaque mot devait être précis. Les documents du trust incluent une clause. Une clause qui s'active à la naissance d'un enfant. Nia sentit l'air se raréfier. Vous voulez dire que ma fille? Mason hocha lentement la tête. Zoé pourrait être l'une des raisons pour lesquelles Marcus a paniqué. Il viendra si on lui fait croire qu'il peut se sauver, ou gagner. Il a peut-être compris qu'à partir du moment où elle existe, certaines protections se déclenchent. Et certaines personnes perdent le contrôle. Nia porta une main à sa bouche. Son esprit tournait. Elle pensa à Marcus qui revenait soudain, à ses excuses, à ses pleurs, à ses promesses de protéger la famille. Et si c'était du théâtre? Et si tout ce temps, il jouait juste pour un accès? Nia eut du mal à respirer. Je suis en train de devenir folle. Mason secoua la tête. Non. Vous êtes en train de comprendre. Un bruit sec retentit soudain dans le couloir. Comme un objet qui tombe. Puis des pas. Puis un murmure de voix. Nia se figea. Mason se leva immédiatement, silencieux. Il s'approcha de la porte, regarda par le judas, puis recula, visage fermé. Quoi? Chuchota Nia. Mason répondit sans dramatiser.
mais sa voix était tranchante. Ils sont revenus. Nia sentit son sang se glacer. Marcus. Pas seulement, dit Mason. 2 hommes avec lui. Nia attrapa Zoé d'un geste réflexe, la serrant contre elle. La panique montait comme un feu. Mason sortit son téléphone, appuya sur un bouton, et parla d'une voix basse, nette, comme un ordre, maintenant. Il se tourna vers Nia. Prenez seulement le sac à langer. Rien d'autre. Mais, mes affaires. Elles ne valent pas votre sécurité. Les coups retentirent à la porte. Pas comme tout à l'heure. Cette fois, c'était plus insistant. Plus sûr de lui. Ouvre, Nia. La voix de Marcus était plus froide. On doit parler. Tout de suite. Nia recula, Zoé dans les bras, tremblante. Mason se plaça entre elle et la porte, comme un mur. Marcus, dit Mason à travers la porte, vous n'avez aucune autorité ici. Marcus ricana. Oh, t'es encore là. Parfait. Tu vas voir. Il frappa. Nia, je te donne 10 secondes. Tu me rends l'enveloppe. Après, je garantis plus rien. Nia sentit une rage glacée s'emparer d'elle. Même dans la peur, quelque chose se réveillait. Une dignité qu'on avait piétinée trop longtemps. Elle avança, voix tremblante mais forte. Tu me garantis plus rien? Tu m'as déjà rien garanti. Dégage. Un silence. Puis Marcus, soudain plus doux, comme un serpent qui change de peau. Bébé, écoute, je suis désolé. Ils m'ont forcé. Je voulais juste qu'on ait une chance. Je t'aime. Nia ferma les yeux une seconde. Elle pensa aux nuits sans chaleur. Aux pleurs. Au lait vide. À l'appel du boulot. Elle rouvrit les yeux et répondit. Non. Tu t'aimes toi. Mason, sans un mot de plus, ouvrit la fenêtre légèrement, juste assez pour laisser passer sa voix. Vous êtes filmé, dit-il calmement. Chaque menace. Chaque mot. Un rire nerveux. Puis Marcus cracha. Tu bluffes. Et à ce moment précis, des sirènes se firent entendre au loin. Pas tout près, mais suffisamment pour faire hésiter. Nia sentit un frisson. Mason n'avait pas appelé un ami. Il avait appelé la conséquence. Les voix dans le couloir se mirent à chuchoter. Un des hommes dit quelque chose, inaudible. Marcus jura. Puis, dans un mouvement brusque, on entendit des pas qui s'éloignaient. Mason se tourna vers Nia. On part. Maintenant. Nia n'eut pas le temps de discuter. Elle prit le sac à langer, glissa l'enveloppe dedans, attrapa une couverture pour Zoé. Mason ouvrit la porte d'un geste rapide, regarda à gauche, à droite, puis les guida dans le couloir comme un professionnel. Ils descendirent l'escalier à toute vitesse. Nia serrait Zoé contre elle, son cœur battant si fort qu'elle avait l'impression que tout l'immeuble l'entendait. Au bas des marches, la porte extérieure s'ouvrit sur la nuit froide. La voiture noire attendait, moteur déjà prêt. Mason ouvrit la portière arrière. Montez. Nia grimpa, tremblante. Mason referma, contourna la voiture, et démarra aussitôt. La rue s'éloigna. Les lampadaires devinrent des traits. Le studio disparut comme un mauvais rêve. Nia regarda Zoé, endormie contre elle. Puis elle regarda Mason, de profil, concentré, main sur le volant, visage fermé mais calme. Je ne comprends toujours pas, souffla-t-elle. Pourquoi vous me protégez comme ça? Mason resta silencieux une seconde. Puis répondit, doucement. Parce que quelqu'un a essayé de vous voler votre vie. Et parce que, je sais ce que c'est d'être laissé pour mort par un système qui ne voit pas votre valeur. Il marqua une pause. Et parce que je n'ai jamais oublié la personne qui m'a traité comme un être humain quand je n'étais personne. Nia sentit un nœud se former dans sa poitrine. Un mélange dangereux, gratitude, peur, confusion, et une petite étincelle qu'elle ne voulait pas nommer. La voiture entra dans une zone plus calme, plus éclairée. Des immeubles plus hauts. Des rues plus propres. Et finalement, un bâtiment moderne, sécurisé, avec un gardien, des caméras, une entrée qui ressemblait à une autre planète. Mason arrêta la voiture. Il se tourna vers Nia. Ceci est temporaire. Vous pouvez refuser. Vous pouvez partir. Mais si vous partez, vous serez seul face à Marcus et aux gens derrière lui. Nia regarda la façade. Elle avait l'impression d'avoir quitté sa vie et d'entrer dans une histoire qui n'était pas la sienne.
Mais Zoé respirait paisiblement. Et Nia, pour la première fois depuis longtemps, ressentit quelque chose qui ressemblait à une option. D'accord, souffla-t-elle. Mais je veux des réponses. Toutes. Mason hocha la tête. Vous les aurez. Ils entrèrent. L'ascenseur monta silencieusement. Au dernier étage, un appartement lumineux s'ouvrit. Salon immense, grande baie vitrée, cuisine brillante, chambre propre. Tout était calme. Trop calme, presque irréel. Nia resta sur le seuil, paralysée. C'est trop. Mason posa un trousseau de clés sur le comptoir. C'est un endroit sûr. Rien de plus. Nia serra Zoé, puis demanda, la voix basse. Et demain, vous allez vraiment me dire tout. Mason la regarda. Et pour la première fois, son masque de contrôle craqua légèrement, laissant passer une émotion qu'il ne maîtrisait pas complètement. Oui. Nia avala sa salive. Alors dites-moi déjà une chose. Quoi? Nia sortit l'enveloppe du sac à langer, la posa sur la table. Son doigt pointa une ligne qu'elle avait vue avant de fuir, une ligne qui n'avait pas de sens, mais qui était gravée dans sa tête, une clause qui mentionnait un nom et une date future. Pourquoi, murmura-t-elle, il y a écrit que le bénéficiaire devient immédiatement éligible au transfert complet à la reconnaissance de filiation? Mason ne répondit pas tout de suite. Son regard se posa sur l'enveloppe, puis sur Zoé. Puis il releva les yeux vers Nia, et sa voix, quand elle sortit, était plus grave. Parce que, dit-il lentement, il y a une possibilité que Marcus ne soit pas le seul à avoir menti sur Zoé. Nia sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Mason inspira. Et la phrase tomba, lourde comme une porte qui se referme. Ça veut dire que la naissance de votre fille pourrait déclencher une guerre de succession. Et que certains vont tout faire pour contrôler, qui est reconnu comme son père. Nia recula d'un pas, comme frappée. Non. Non, c'est impossible. Mason la regarda droit dans les yeux. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que Marcus est revenu avec 2 hommes. Nia sentit le vertige la submerger. Un trust secret. Un héritage. Marcus qui utilisait son identité. Et maintenant, Zoé au centre d'un jeu plus grand qu'elle. Mason posa une main sur la table, ferme. Dormez. Reposez-vous. Demain, on commence. Il marqua une pause. Et Nia, quoi qu'il arrive, vous ne serez plus seule. Nia voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle prit Zoé, entra dans la chambre, posa le bébé doucement sur le lit immense. Puis elle s'assit au bord, les mains sur les genoux, les yeux fixés dans le vide. Parce que la pauvreté, elle connaissait. La trahison, elle venait de l'avaler. La chute, elle la vivait. Mais cette révélation-là, cette idée que sa fille pouvait être une clé, et que Marcus pouvait être une pièce d'un plan plus vaste, c'était une autre forme de terreur. Et pendant que Nia tentait de respirer dans ce luxe qui ne lui appartenait pas encore, quelque part dans la nuit, Marcus Reed, essoufflé, parlait à quelqu'un au téléphone, voix basse, urgente. Elle est avec lui. Oui, Mason Kingsley. On n'a plus le choix, faut activer le plan B. Le matin arriva comme une gifle silencieuse. Pas de sirène, pas de coup à la porte. Juste un soleil pâle qui traversait les immenses vitres de l'appartement sécurisé, dessinant des lignes dorées sur un sol trop propre. Nia se réveilla avec Zoé contre elle, le cœur encore en alerte, comme si la nuit s'était accrochée à sa peau. Pendant une seconde, elle oublia où elle était. Puis elle vit la chambre vaste, le drap blanc, l'air calme, et la vérité revint d'un bloc. Marcus, la fraude, l'enveloppe, Mason Kingsley. Dans la cuisine, une cafetière chanta doucement. Mason était déjà debout, chemise noire, manches retroussées, comme s'il avait dormi 2 heures et décidé que ça suffisait. Il n'avait pas l'air d'un homme riche en vacances. Il avait l'air d'un homme en mission. Sur le comptoir, il y avait un biberon stérilisé, une boîte de lait neuve, des couches, et un petit sac de pharmacie avec des vitamines pour bébé. Rien de spectaculaire. Juste, une attention qui serre la gorge. Bonjour, dit Nia, la voix encore enrouée. Mason leva les yeux. Son visage se détendit légèrement, comme si le simple fait de les voir en sécurité avait relâché un nœud. Bonjour. Zoé a bien dormi. Nia regarda sa fille. Zoé gazouilla, paisible, puis tira sur la manche de Nia. Oui, répondit-elle. Puis, malgré elle, merci.
Mason hocha la tête, comme si ce mot n'était pas un trophée, mais une étape. On part dans 40 minutes. Mon équipe juridique vous attend. Et j'ai demandé une protection temporaire. Nia fronça les sourcils. Protection? De qui? Mason posa une tasse de thé devant elle, sans sucre, comme s'il avait deviné qu'elle avait besoin de quelque chose de simple. De Marcus, officiellement. Et des personnes derrière lui, officieusement. Nia inspira lentement. J'ai l'impression de vivre dans une série. Ce n'est pas une série, répondit Mason calmement. C'est votre vie. Et votre nom est déjà utilisé dans des documents. On doit reprendre le contrôle avant que quelqu'un ne verrouille la porte de l'autre côté. Nia serra la tasse entre ses mains. Je veux tout savoir aujourd'hui. Tout. Plus de demi-vérité. Mason la fixa une seconde, puis hocha la tête. D'accord. 30 minutes plus tard, ils traversaient un hall privé, gardé par 2 agents discrets. Nia sentit des regards, pas curieux, mais respectueux. Elle portait un simple jean, un pull, des baskets. Zoé était dans un porte-bébé. Elle se sentait comme une intruse dans un monde où tout brillait. Et pourtant, à chaque pas, quelque chose en elle se redressait. Parce que ce n'était pas elle qui avait choisi de venir. On l'avait forcée. Et maintenant, elle allait parler. Ils montèrent dans un ascenseur silencieux. Mason ne regardait pas son téléphone comme d'habitude. Il regardait Nia, parfois, juste une fraction de seconde, comme s'il vérifiait qu'elle tenait le coup. Ce regard-là n'était pas celui d'un homme qui achète des solutions. C'était celui d'un homme qui comprend la fatigue. Au dernier étage d'une tour vitrée, un espace s'ouvrit, bureaux élégants, bois sombres, murs de verre, et une femme afro-américaine en tailleur crème s'avança avec un dossier épais. « Monsieur Kingsley. Je suis maître Daniel Price. » Derrière elle, un autre homme, plus âgé, lunettes fines, costume bleu marine. « Et moi, maître Harold Stein. Fiscalité et trust. » Nia eut un petit rire sans joie. Des avocats à 8 heures du matin, pour moi. Daniel Price la regarda avec douceur, sans pitié. Pour vous protéger. Et pour reprendre ce qui est à vous. On les installa dans une salle de réunion. Sur la table, copies de documents, relevés, capture d'écran, une chronologie imprimée. Nia s'assit. Zoé joua avec une petite peluche donnée par l'assistante. Mason s'assit à côté, pas en face. Ce détail frappa Nia. Il se plaçait à ses côtés, pas au-dessus. Daniel prit la parole. Nia Brox. Nous allons aller droit au but. Votre identité a été utilisée pour 1. Ouverture de lignes de crédit frauduleuses, 2. Tentative de transfert vers des comptes liés à un trust, 3. Falsification de signature sur un formulaire de révision de bénéficiaires. Point. Elle glissa un document. La bonne nouvelle, nous avons déjà des preuves que vous n'êtes pas l'auteur de ces actes. Nia serra les dents. Et la mauvaise? Harold Stein répondit d'une voix posée. La mauvaise, c'est que si vous ne vous présentez pas vous-même aux autorités financières, quelqu'un peut vous faire porter le chapeau. On appelle ça une stratégie de bouc émissaire. Et Marcus Reed a déjà commencé. Nia sentit un froid la traverser. Comment ça, il a commencé? Daniel fit glisser un autre papier. Il a contacté un service d'assistance bancaire la nuit dernière. Sous votre nom. Il a déclaré que, votre partenaire, vous avez forcé à signer des documents. Il a tenté de créer un récit où vous êtes instable et manipulable. Nia se tourna vers Mason, choqué. Il a dit que vous me forciez. Mason ne sembla pas surpris. Sa mâchoire se crispa. C'est pour ça que je voulais qu'on aille vite. Nia posa une main sur son front, comme si elle pouvait empêcher son cerveau d'exploser. Donc, il essaie de me détruire pour se sauver. Daniel hocha la tête. Oui. Et nous allons empêcher ça. Aujourd'hui, on dépose une plainte formelle, une demande d'ordonnance de protection, et une déclaration d'usurpation d'identité. Harold ajouta. Mais le cœur du problème, ce n'est pas seulement Marcus. C'est le trust. À ce mot, Nia se redressa. Le trust de mon père. Daniel prit une télécommande et alluma un écran. Un arbre de relations apparut, Elia Brox, un trust nommé Brook Family Trust, puis une société de gestion, puis une série d'investissements. Et au milieu, une entité, Kingsley Holdings. Nia fixa le nom. Mon père était lié à vous? Demanda-t-elle, la voix basse.
Mason répondit avant les avocats. Oui. Nia tourna la tête vers lui, lentement. Explique. Mason inspira. On voyait qu'il n'aimait pas raconter. Il préférait agir. Votre père a été un investisseur très précoce. Pas visible. Pas public. Il a placé une partie de ses économies dans des projets qui, avec le temps, ont explosé. Il marqua une pause. L'un de ces projets est devenu mon empire. Nia cligna des yeux. Vous voulez dire que, une partie de votre fortune. Mason termina la phrase avec une honnêteté brutale. Oui. Votre père a contribué à créer les conditions. Et il a protégé sa part dans un trust, pour vous. Le silence fut lourd. Nia sentit une émotion étrange monter, fierté pour son père, et douleur. Parce qu'elle avait vécu en pensant qu'il n'avait rien laissé. Elle avait pleuré sur son cercueil en croyant qu'il n'y avait que des souvenirs et des factures. Pourquoi je n'ai jamais vu un centime, souffla-t-elle. Harold Stein prit la parole, grave. Parce qu'après le décès d'Elia Brox, la gestion du trust a été confiée à un administrateur. Ce rôle donne un pouvoir immense, vous pouvez protéger, ou voler. Daniel posa une photo sur la table. Un homme souriant, col romain, charismatique, bien coiffé. Calvin Sharp. Pasteur médiatique. Conseiller familial. Très connu dans certains quartiers. Nia pâlit. Je le connais. Ma mère le connaît. Il venait à la maison quand j'étais petite. Daniel hocha la tête. Il a été nommé administrateur. Il a géré des années de mouvements financiers. Il a utilisé des sociétés écrans. Et il a détourné. Nia sentit son cœur cogner. Et Marcus? Mason répondit, la voix plus froide. Marcus a découvert Sharp. Il a voulu prendre une part du gâteau. Il a tenté d'accéder au trust en utilisant votre identité pour forcer une révision. Et surtout pour verrouiller Zoé dans l'équation. Nia se raidit. Zoé. Harold fit défiler une page. Il existe une clause de protection. Si un enfant naît du bénéficiaire principal, certains transferts deviennent impossibles sans validation judiciaire. En clair, l'enfant empêche l'administrateur de faire disparaître la trace de l'héritage. Nia serra Zoé contre elle, instinctivement. Donc, ma fille est un verrou. Oui, dit Daniel. Et c'est probablement ce qui a paniqué Sharp. Parce que plus le temps passe, plus il devient difficile de couvrir les détournements. Il voulait agir avant que vous compreniez. Nia fixa l'écran, puis murmura. Ils m'ont laissé dans la pauvreté, alors que tout ça existait. Mason la regarda, et sa voix se fit plus douce. Ils vous ont affamé pour que vous restiez petite. Et vous avez survécu quand même. Ces mots touchèrent quelque chose de fragile. Nia détourna le regard pour ne pas pleurer. Elle inspira fort. D'accord, dit-elle, plus ferme. Comment on les fait tomber? Daniel sourit, juste un peu. Ça, c'est la bonne question. Les heures suivantes furent un tourbillon maîtrisé, déclarations, signatures, explications. Daniel montra à Nia comment parler sans se perdre. Ne vous justifiez pas trop. Énoncez les faits. Harold expliqua les chiffres sans les rendre effrayants. Et Mason, silencieux, devenait une présence stable, comme un mur calme contre lequel Nia pouvait s'appuyer sans honte. En milieu de journée, ils sortirent par une entrée discrète. Nia avait la tête lourde, mais une nouvelle sensation grandissait, la clarté. Ce n'était plus seulement « je suis une victime ». C'était « je suis une cible, donc je compte ». Et si elle comptait, alors elle avait le droit de reprendre. Dans la voiture, Mason regarda la route, puis dit « Ce soir, il y aura une réunion ». Nia fronça les sourcils. « Une réunion de quoi ?»« De mon conseil d'administration », répondit-il. « Et de ma fondation. » Nia le fixa. « Pourquoi vous me dites ça ?» Mason tourna la tête vers elle. « Parce que je veux que vous y soyez. » Nia eut un rire incrédule. « Moi ? Dans votre conseil ? Je viens d'un studio où on coupait le chauffage. »« Et vous êtes la bénéficiaire du Trust Brox, » dit Mason. « Ce trust détient une part importante d'actions qui ont été mal gérées. Une fois la procédure lancée, vous devenez une personne que tout le monde devra écouter. » Nia sentit son ventre se nouer. « Je ne sais pas parler comme eux. » Mason répondit calmement. « Parlez comme vous. Ils ont l'habitude de l'argent,
pas de la vérité. Le soir arriva trop vite. Nia se retrouva dans une robe simple mais élégante, prêtée par une styliste de la fondation, rien d'extravagant. Juste une coupe qui la rendait droite, digne, belle sans effort. Ses cheveux étaient définis, boucles naturelles, et elle se regarda dans le miroir comme si elle voyait une version d'elle qu'on avait essayé d'enterrer. Zoé, dans une petite tenue blanche, dormait dans les bras d'une nounou discrète engagée par la fondation. Nia détestait dépendre. Mais ce soir, elle avait besoin de ses mains libres. La salle de réunion ressemblait à une galerie, verre, lumière, skyline. Une dizaine de personnes étaient assises. Tous se levèrent quand Mason entra. Les regards glissèrent ensuite vers Nia, surprise, curiosité, jugement masqué. Nia sentit sa vieille peur tenter de revenir. Puis elle pensa au biberon vide. Au dernier avis avant expulsion. Et elle refusa de rétrécir. Mason posa une main légère dans son dos, pas possessive, juste un soutien. « Mesdames, messieurs, dit-il, voici Nia Brox. » Un homme blanc d'âge mûr plissa les yeux. Là, Nia Brox. Danielle Price, présente dans la salle, répondit à sa place. Oui. Bénéficiaire principale du Brox Family Trust. Actuellement victime d'usurpation d'identité et de tentatives de détournement, liées à des entités qui ont aussi touché à des flux financiers proches de Kingsley Holdings. Un murmure parcourut la salle. Nia sentit la tension changer. Ce n'était plus de la curiosité. C'était de l'inquiétude. Une femme élégante, afro-américaine, cheveux courts, regard tranchant, prit la parole. « Monsieur Kingsley, pourquoi cette information arrive maintenant ?» Mason ne cligna pas. Parce que quelqu'un a tenté de forcer une révision de bénéficiaire en utilisant le nom de Nia Brox. Cette tentative a déclenché des alertes. J'ai choisi de protéger la personne réelle au lieu de laisser des procédures l'écraser. Un autre membre du conseil s'appuya en arrière. Vous comprenez que cela crée un conflit potentiel. Nia sentit la colère monter. Elle se pencha légèrement vers la table, et sa voix sortit plus stable qu'elle ne l'aurait cru. Un conflit ? Le conflit, c'est que pendant que vous parlez de procédure, j'ai passé des nuits à compter des pièces pour nourrir mon enfant. Alors que quelqu'un utilisait mon nom pour voler ce qui m'appartient. C'est ça, le conflit. Un silence tomba. Certains évitèrent son regard. D'autres la fixèrent, surpris par sa force. La femme au regard tranchant la regarda longuement, puis dit « Je m'appelle René Carter. Je siège au conseil. Et je veux voir les preuves. » Daniel posa un dossier sur la table. « Vous les avez. » Les preuves circulèrent. Les visages changèrent. Les chuchotements s'arrêtèrent. À mesure que les pages tournaient, Nia vit ce qu'elle n'avait jamais vu, des puissants qui perdaient leur assurance. Pas par peur d'une femme pauvre. Par peur de l'argent et de la loi. René Carter releva la tête. Calvin Sharp, on le connaît. Il a été invité à des événements de la fondation. Mason répondit, plus maintenant. René hocha la tête, puis fixa Nia. Vous voulez quoi? Cette question était un cadeau dangereux. Nia inspira. Elle pensa à la vengeance. Mais elle ne voulait pas une vengeance sale. Elle voulait quelque chose de propre. D'élégant. De public. Une vengeance qui répare en même temps qu'elle punit. Je veux récupérer ce qui est à moi, dit-elle. Je veux que mon nom soit lavé. Je veux que ceux qui ont utilisé mon enfant comme une clé soient exposés. Elle marqua une pause. Et je veux que personne d'autre dans mon quartier n'ait à envoyer un message à minuit pour $50 de lait. Mason la regarda, surpris. Comme s'il venait de voir la forme exacte de sa force. René Carter se redressa. Alors faisons ça correctement. Elle tourna la tête vers les autres. On organise un événement public. Un gala caritatif de la Fondation. Thème, sécurité alimentaire infantile. Distribution de kits. Presse invitée. Elle posa les yeux sur Mason. Et on invite Calvin Sharp. Un frisson parcourut Nia. On l'invite. Mason répondit, calme, oui. Et on l'enterre avec des preuves. Pas avec des cris. Daniel ajouta, et on attire Marcus. Il viendra si Sharp le contacte. Il viendra si on lui fait croire qu'il peut se sauver, ou gagner. Nia sentit son cœur battre plus fort. Vous avez un plan. Mason la fixa. Vous en aurez un aussi. Le vôtre. Je ne vous impose rien.
Ce respect-là, c'était nouveau. Habituellement, les gens aident en contrôlant. Mason, lui, offrait un cadre et laissait Nia choisir son arme, la vérité. Les jours suivants furent un ballet. Nia dut apprendre vite. Comment tenir une posture, comment répondre à une question sans se perdre, comment respirer quand on te regarde comme une exception. Elle eut envie de fuir. Plusieurs fois. Mais chaque fois, Zoé riait, reput, et Nia se rappelait, je ne fus plus. Mason était partout, sans être envahissant. Il la déposait aux réunions, lui laissait de l'espace, puis revenait quand elle en avait besoin. Un soir, après une séance interminable avec les avocats, Nia s'assit sur le balcon de l'appartement, épuisée. Le vent était froid. Mason sortit et posa une couverture sur ses épaules. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Nia, sans le regarder. Mason resta silencieux une seconde. Puis dit, « Parce que je me reconnais dans ta fatigue. Et parce que, je suis fatiguée aussi. » Nia tourna la tête. Dans la lumière de la ville, son visage semblait moins dur, presque vulnérable. Fatiguée de quoi? D'être entourée de gens qui sourient sans cœur, répondit-il. D'acheter du silence. D'être un symbole au lieu d'être un homme. Ces mots touchèrent quelque chose. Nia sentit sa colère contre les riches se fissurer un peu, pas pour excuser, mais pour voir l'humain. Et moi, dit-elle doucement, je suis fatiguée d'être forte. Mason la regarda longtemps. Puis, très calmement, alors ne le sois pas toute seule. Le silence qui suivit était chargé. Pas de promesses. Pas de phrases romantiques. Juste une proximité réelle, dangereuse, parce qu'elle donnait envie d'y croire. Nia baissa les yeux, comme pour se protéger d'elle-même. « Je ne veux pas que tu me sauves, » murmura-t-elle. Mason répondit sans hésiter. « Je ne veux pas te sauver. Je veux te voir te relever. » Et là, Nia sentit quelque chose de chaud monter derrière ses yeux. Parce que c'était ça, l'amour adulte, pas une porte de secours. Une main posée près de toi, au cas où tu tomberais, mais qui te laisse marcher. Le soir du gala arriva. Une salle immense, lumière douce, table raffinée, caméra, journaliste. Sur l'écran géant, une vidéo tournait. Des images de mères et de pères parlant de la difficulté de nourrir leur bébé, de la honte de demander, des nuits où on coupe l'eau, du prix des couches. Nia avait insisté pour que la salle entende des vraies voix, pas des chiffres. Elle monta sur scène, micro en main. Le silence s'installa. Nia prit une respiration. « Je m'appelle Nia Brox, dit-elle. Il y a quelques nuits, j'ai envoyé un message à minuit pour emprunter 50 $ pour du lait. » Un murmure parcourut la salle. Je pensais que ça résumait ma vie, demander, espérer, survivre. Elle marqua une pause, regardant la foule. Mais j'ai appris que certaines personnes utilisent la pauvreté comme une cage. Et j'ai décidé de briser la cage. Pas seulement pour moi. Dans un coin, Mason la regardait comme si chaque mot l'atteignait. Pas comme un PDG fier. Comme un homme touché. Nia continua, plus ferme. Ce soir, la Fondation Kingsley lance un programme de kits gratuits pour nourrissons, dans les quartiers où on n'invite jamais la presse. Et je veux dire une chose, si vous êtes ici pour applaudir, applaudissez. Mais si vous êtes ici pour comprendre, écoutez. Elle descendit de scène. Les applaudissements explosèrent. Elle avait réussi. Pas en imitant un monde. En amenant son monde dans le leur. Puis, la pièce changea de température. Danielle Price s'approcha de Nia, discrète. Ils sont là. Nia sentit son ventre se nouer. Elle regarda vers l'entrée. Calvin Sharp venait d'arriver, sourire large, costume impeccable, entouré de 2 personnes. Et derrière lui, Marcus Reed. Cheveux frais, veste trop chère pour un homme qui n'avait pas le choix, et ce regard glissant qui évite les caméras. Nia sentit une vague de colère froide. Mason se rapprocha d'elle, sans la toucher. « Tu veux arrêter ?» murmura-t-il. Nia secoua la tête. « Non. Je veux finir. » Le plan se déroula avec une précision chirurgicale. René Carter, du conseil, accueillit Sharp avec un sourire poli, l'emmena vers une table VIP. Marcus suivit, se croyant important. La presse, attirée par le pasteur célèbre, s'approcha. Les caméras tournèrent. Sharp posa, main sur le cœur, jouant l'homme généreux. Nia attendit le bon moment. Pas quand la colère bouillonne. Quand la salle est captive. René monta sur scène et annonça. « Ce soir, nous célébrons la transparence.
La fondation Kingsley s'engage à lutter contre la pauvreté, mais aussi contre ceux qui l'exploitent. Elle se tourna vers Nia. Mademoiselle Brox, voudriez-vous partager votre vérité complète? Nia sentit le micro revenir dans sa main. Elle regarda Marcus. Il souriait, faux, comme s'il pensait pouvoir contrôler la narration. Sharp, lui, gardait son masque. Nia parla, lentement. Je veux vous présenter quelqu'un. Calvin Sharp. Un murmure. Sharp leva la main, humble. Il a été un guide pour ma famille. Il a aussi été administrateur d'un trust créé par mon père. Le sourire de Sharp se figea à peine. Et ce trust a été détourné. La salle se crispa. Les journalistes se redressèrent. Marcus blanchit. Daniel appuya sur une télécommande. Sur l'écran géant apparurent des documents. Transferts, sociétés écrans, signatures, chronologie. Pas un montage. Des preuves. Sharp tenta de rire. C'est une erreur. Une attaque. Cette jeune femme. Nia coupa, d'une voix claire. Ce n'est pas une attaque. C'est un relevé bancaire. Un silence. Un journaliste leva déjà son téléphone. Marcus fit un pas en arrière. Trop tard. Une seconde vidéo apparut. Des captures d'écran où Marcus parlait avec Sharp, demandant comment forcer la clause, comment mettre Nia sous pression, comment récupérer l'enveloppe. Et enfin, un enregistrement audio, la voix de Marcus, celle de la nuit. Je te donne 10 secondes, après je garantis plus rien. La salle éclata en murmures. Sharp devint livide. Marcus regarda autour de lui comme un animal pris au piège. René Carter reprit le micro. Nous avons transmis ces preuves aux autorités compétentes. Comme si la phrase était un signal, 2 agents en costume s'approchèrent, badge visible. Pas de spectacle violent. Juste la réalité qui attrape. Calvin Sharp, dit l'un, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement et manipulation de trust. Sharp tenta de reculer. Marcus tenta de fuir. Mais l'autre agent le rattrapa calmement. Marcus Reed, vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, fraude bancaire et menace. Marcus cria, Nia. C'est toi qui vas regretter. Tu sais pas ce que tu fais. Nia le fixa, et sa voix sortit douce, presque triste. Je sais exactement ce que je fais. Je nourris mon enfant. Et je reprends mon nom. Marcus fut emmené. Sharp aussi. Les caméras crépitaient. La salle était sous le choc. Une partie du public applaudissait, une autre restait figée, comme si elle venait de comprendre que la charité sans justice n'est qu'une vitrine. Nia tremblait. Pas de peur. De libération. Mason s'approcha enfin et posa doucement sa main sur son avant-bras. Une seconde, pas plus. Tu l'as fait, murmura-t-il. Nia eut un souffle cassé, un rire nerveux, puis des larmes silencieuses. Je pensais que je m'effondrerais. Tu tiens, dit Mason. Même quand tu pleures. Ils restèrent là, au milieu d'un monde en panique, dans une bulle étrange. Et pendant une seconde, Nia sentit qu'elle n'était plus seule sur la ligne de front. Plus tard, dans un couloir privé derrière la salle, Nia prit de grandes respirations. Daniel arriva. La presse veut une déclaration. Nia essuya ses larmes. Je parlerai demain. Pas ce soir. Daniel hocha la tête. D'accord. Puis elle hésita. Il y a autre chose. Nia se figea. Quoi? Daniel tendit une enveloppe, différente de celle de la nuit. Papier épais, vieux, scellé d'un cachet discret. Ceci a été retrouvé dans un coffre lié au trust. Il est adressé à vous. Et, il est daté. Nia prit l'enveloppe. Elle lut la date. Son cœur se serra. C'était daté d'avant la naissance de Zoé. Avant même que Marcus ne disparaisse. Comme si quelqu'un avait prévu tout. Mason s'approcha, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Nia secoua la tête, troublée. Je sais pas. Elle brisa le seau. Ses doigts tremblaient. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Une écriture ferme. Une écriture qu'elle reconnut d'un coup, comme une brûlure douce, celle de son père. Elia Brox. Ses yeux se remplirent. Elle lut, à voix basse, la première phrase. Ma fille, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a tenté de te voler ce que j'ai caché pour toi. Nia inspira, suffocant.
Elle continua. J'ai créé ce trust parce que je savais que l'argent change les gens autour de toi plus vite qu'il ne te sauve. J'ai choisi de te protéger en te laissant grandir loin de la convoitise. Mais j'ai aussi écrit des règles, parce que la protection peut devenir une prison. Nia tourna la page, les mains glacées. Et la phrase suivante la frappa comme un éclair. Ne fais confiance à personne qui a un intérêt direct dans Kingsley. Nia se figea. Mason se raidit légèrement. Son regard descendit vers la lettre. Nia relut, comme si son cerveau refusait. Ne fais confiance à personne qui a un intérêt direct dans Kingsley. Mason murmura, Nia. Elle leva une main, pas pour le rejeter, mais pour respirer. Attends. Elle continua la lettre, cherchant une fin rassurante. Mais ce qu'elle trouva, la fit pâlir encore plus. Dernière chose, ma fille. Si un jour tu reçois une aide miraculeuse à minuit, ne crois pas au hasard. Le hasard n'existe pas dans les guerres d'argent. Quelqu'un a placé cette pièce sur l'échiquier. Nia sentit son cœur s'arrêter. À minuit, répéta-t-elle, presque sans voix. Mason resta immobile. Son visage se ferma, mais pas comme un coupable. Comme quelqu'un qui vient de se faire atteindre par une accusation qu'il n'avait pas demandée. Nia le fixa, le souffle court. Mason, est-ce que c'était vraiment un accident? Le message? Le numéro? Le silence s'étira. Trop long. Trop lourd. Et Mason, enfin, répondit d'une voix basse, honnête, dangereusement calme. Je ne savais pas que tu allais m'écrire cette nuit-là. Il marqua une pause. Mais je savais que quelqu'un cherchait à te faire écrire à quelqu'un. Nia sentit un frisson la traverser. Quoi? Mason inspira, et ses yeux rencontrèrent ceux de Nia, sans fuite. Marcus avait un contact. Un « Ce contact menait à moi. À un système de filtrage. J'avais mis en place une surveillance sur les tentatives d'accès au trust, parce que Sharp bougeait. Il avala sa salive. Je ne savais pas que toi. Tu serais la voix qui demanderait 50 $ pour du lait. Mais je savais qu'une approche arriverait. Nia sentit la trahison tenter de s'installer comme un poison. Donc, tu étais prêt. Tu attendais. Mason hocha la tête, sans se défendre. Oui. J'attendais une alerte. Et quand ton message est arrivé, ce n'était plus une alerte. C'était toi. Une vraie personne. Une mère. Et j'ai fait le choix de venir moi-même. Nia avait envie de crier. Et en même temps, elle se rappelait le lait, les couches, la fuite, la protection. Elle ne savait plus où ranger la gratitude. Où ranger la peur. Où ranger l'émotion. Alors quoi, souffla-t-elle, la voix cassée. Tu m'as aidé, parce que tu m'apprécies, ou parce que c'est stratégique. Mason la regarda, et son visage se fissura enfin, laissant apparaître une douleur réelle. Les deux peuvent exister en même temps, dit-il doucement. Et je déteste ça. Nia sentit les larmes monter, mais cette fois ce n'était pas la même liberté que tout à l'heure. C'était un choc. Je ne veux pas être un dossier, murmura-t-elle. Tu n'es pas un dossier, répondit Mason. C'est justement pour ça que je suis venue à minuit. Parce qu'en venant, j'ai compris que si je restais derrière des avocats, tu serais broyé. Nia baissa les yeux vers la lettre de son père. Son père. Qui avait pensé à tout. Qui avait écrit comme s'il savait que le danger aurait un visage charmant. Elle releva les yeux vers Mason, et son cœur se brisa un peu, parce qu'elle sentait quelque chose pour lui. Quelque chose de vrai. Et en même temps, elle venait d'apprendre que le hasard n'était peut-être pas un hasard. La fin choc, elle était là, dans une phrase qu'elle n'arrivait pas à oublier. Quelqu'un a placé cette pièce sur l'échiquier. Nia serra la lettre, et sa voix sortit en un souffle. Qui a placé la pièce, Mason? Mason répondit, presque à regret. Je croyais que c'était Sharp. Nia sentit son sang se glacer. Tu croyais? Mason hocha lentement la tête. Parce que ce soir, Sharp a été arrêté. Marcus aussi. Il marqua une pause. Mais l'argent qui a bougé, les ordres, les sociétés écrans. Il y a une signature qui n'est pas la leur. Une main plus haut. Nia recula d'un pas, le cœur en panique. Plus haut que Sharp. Daniel Price revint, le visage grave. Nia, désolé. On vient de recevoir un message. De qui? Demanda Nia, la gorge serrée. Daniel avala sa salive. D'un numéro inconnu. Il dit.
Félicitations pour le spectacle. Maintenant, on passe au vrai héritage. Nia sentit la pièce tourner. Elle regarda Mason. Il était devenu immobile. Ses yeux s'étaient durcis. Comme s'il venait de reconnaître une menace. C'est qui? Répéta Nia, plus fort. Mason répondit enfin, et sa voix fut un murmure lourd. Quelqu'un qui a accès au trust, depuis le début. Nia serra Zoé contre elle. La victoire au gala venait de se transformer en ouverture d'un autre chapitre. Elle comprit, d'un coup, que Marcus et Sharp n'étaient peut-être que des pions visibles. Et que le vrai joueur venait de la saluer. Et alors que Nia, la femme qui demandait 50 $ à minuit, venait d'humilier publiquement ses ennemis, elle réalisa la vérité la plus effrayante de toutes. Ce n'était pas la fin de la guerre. C'était le début.